Près du torrent, c'est l'heure où les papillons viennent boire. Formant une nappe vivante étalée sur un rocher, les insectes qui appartiennent à la famille des pierrides viennent tous ensemble aspirer l'eau accumulée dans les anfractuosités. Dans l'air encombré de flocons multicolores, un bébé étonné découvre le monde. Balam, jeune jaguar à peine âgé de quelques semaines, est le fils de Zuko et de Kaloa. Sa mère, ainsi qu'elle le fait régulièrement pour garder ses forces, est partie chasser, laissant ses bébés dans une tanière creusée dans les feuillages. Et l'aventurier en a profité pour s'éloigner. Le monde, peut-être, n'est pas si grand qu'un bébé ne puisse essayer d'en faire le tour. Un peu égaré, déjà fatigué, Balam appelle sa mère. Mais celle-ci ne répond pas. Très vite, le goût de l'aventure reprend le dessus. Balam s'éloigne encore vers des odeurs étranges, vers des couleurs nouvelles. Les sensations inconnues se bousculent et le grisent. Bientôt, le terrain devient plus accidenté et l'exploration plus risquée. Encore mal initié aux lois de l'équilibre, Balam glisse. Balam est voué à aimer l'eau. Elle sera son élément, son terrain de chasse et de jeu. Mais pour l'instant, il ne ressent que l'inconfort de cette moiteur qui se glisse au creux du pelage. Le fugueur s'est perdu et les racines d'un arbre forment le seul abri qu'il trouve à sa portée. Désorienté, exténué, Balam tend l'oreille au cri de sa mère et la narine à son odeur. Mais il est trop isolé à présent, et ni l'un ni l'autre ne parviennent jusqu'à lui. Sans s'en rendre compte, Balam est passé de l'autre côté du vent, là où sa propre odeur ne peut plus arriver à Kaloa. L'inquiétude le gagne, la nuit arrivera bientôt. La famille des opossums est au complet. Les bébés ont grandi, mais ils demeurent encore dans la poche de Stinga, leur mère, solidement agrippés aux tétines qu'ils ne lâchent que de temps à autre, le temps d'apprendre à coordonner leurs mouvements. La poche ventrale, tendue par cette pelote vivante qui ne cesse de grossir au fil du temps, reste désormais largement entr'ouverte.
Les petits marsupiaux y sont ancrés les uns contre les autres dans un confort rendu précaire par leur entassement. Mal arrimé, bousculé par ses frères, un bébé laisse échapper de ses lèvres la mamelle qui le retenait. Dans certains cas, l'exiguïté de la poche maternelle condamne ainsi plusieurs bébés qui, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ne peuvent plus y trouver leur place. Il suffit d'un moment d'inattention de la mère ou de plusieurs frères ligués pour repousser l'un des leurs hors de l'abri douillet, et un petit opossum manquera à l'appel. Cependant, le plus souvent, un bébé tenté par une émancipation prématurée reviendra aussitôt à la tétine, délicatement guidé par le museau de sa mère. Ce n'était qu'une fausse alerte. Tout est rentré dans l'ordre, dans le petit monde des opossums. La nuit arrive bientôt avec son cortège de mystères et de sortilèges. C'est l'heure des esprits. Au fond de la forêt, soudainement assombrie, Balaam recherche encore sa mère et ne la retrouve pas. L'air est vide de toute odeur familière. La nuit ne résonne d'aucun appel ni d'aucun cri venu des siens. Au-dessus de lui, il contemple d'étranges silhouettes que caresse le vent. Ces fantômes chevelus sont des paresseux à deux doigts. Sur une branche s'agite un jeune adulte déjà bien éveillé. Un peu plus loin, un mâle et une mère, entremêlés à son enfant, sortent de la torpeur du jour. Avant de naître, le bébé est resté plus de 11 mois dans le ventre de sa mère. Cette longue gestation distingue le paresseux à deux doigts de son cousin à trois doigts, qui ne vient au monde que 6 mois après sa conception. Le paresseux à deux doigts, aussi appelé Uno ou paresseux d'Hoffmann, ne porte que 2 griffes aux pattes antérieures, et ses membres sont encore plus longs que ceux de son cousin. Le paresseux à deux doigts est une espèce nocturne, et le jeune mâle n'entend pas que ses proches demeurent léthargiques quand il faudrait s'en aller prendre un premier repas de feuillage. Lorsque l'on est un bébé paresseux lové sur le doux ventre d'une mère, on ne goûte guère la brutalité des réveils en fanfare. Il faudra bien aller se nourrir, mais toute la famille le fera à son rythme, avec toute l'indolence qui sied à l'espèce. Semblablement au bébé paresseux, Balaam n'avait jamais connu la nuit que comme un moment de douceur redoublée contre le flanc de sa mère. Ce soir, il ne sait plus vers quelle odeur, vers quel spectacle concentrer son attention. Des paresseux au crapaud qui surgit, il ne voit autour de lui que des créatures inconnues. Tout est mystère. Un autre bébé transperce soudain le rideau noir de la nuit. C'est un paca, petit rongeur que son odorat et ses moustaches frémissantes
renseigne sur son environnement. Le paca, animal solitaire, vit souvent à proximité d'un cours d'eau ou d'un marais. Il arpente le sous-bois la nuit à la recherche de petits fruits, de graines ou de tubercules à ronger. Avec l'opossum ou l'agouti, il fait partie des fantassins de la forêt, ceux qui assurent la subsistance, faciles à croquer, des jaguars ou des pumas, des renards ou des faucons. Mais à ces prédateurs s'ajoutent, dans le cas du paca, les Indiens de la forêt qui aiment sa chair, tendre et goûteuse. Le paca vit généralement au creux d'un terrier ou d'une souche, et c'est là qu'il s'endort, ayant fait sa toilette, quand arrivent les premières lueurs du jour. Pour Balaam s'achève une nuit de solitude. Il lui faut désormais, s'il veut survivre, retrouver sa mère à tout prix, sans quoi la faim lui sera fatale. Exténué par son expédition et par les frayeurs d'une nuit blanche, le jeune fugueur se laisserait volontiers tenter par le sommeil, mais de ce sommeil, il ne se réveillerait sans doute pas, si faible dans une forêt que hantent de si grands dangers. Soudain, un ennemi survient et le distrait de son sort. Des mouches sont là en escadrille, prêtes à le harceler. Le combat s'engage. Contre la fureur d'un ennemi innombrable, Balaam ne peut rien faire. Et le jeune jaguar revient à la seule préoccupation qui compte à présent, retrouver sa mère. Dans le Pantanal, au sud, s'éveillent les plus précieux oiseaux des marécages et de la forêt, les aras-hyacinthes. Un mâle s'est interposé au milieu d'un couple. Chez les aras, strictement monogames, il s'agit d'une transgression que la femelle ne saurait accepter. Dès que l'ordre matrimonial est rétabli, les deux oiseaux marquent leur satisfaction par de multiples baisers. Un peu plus loin, un autre ara semble vouloir indiquer à une femelle qu'il vient de localiser dans le creux d'un arbre un emplacement propice à la nidification. Sa partenaire s'élance vers lui. Sur chaque branche, des aras se pavanent et s'agitent. C'est la saison des amours.
Pendant ce temps, le premier couple déjà formé entame une parade nuptiale. Chez les Arayacinthes, la cérémonie peut durer des heures. Les oiseaux se frôlent, se caressent et se lissent mutuellement les plumes. Ils se touchent du bec interminablement les parties génitales. Leur chorégraphie fait appel à une infinie variété de postures et la silhouette des amants se découpe sur le ciel comme un idéogramme aux formes changeantes. D'autres individus vaquent à des occupations plus ordinaires. Explorer une branche pour inventorier les ressources de son écorce, jouer dans le vide, ou observer le monde, la tête en bas. L'Arayacinthe est dotée d'une très grande force qui réside principalement dans le bec et les doigts. Parfaitement adapté à la vie arboricole, l'oiseau peut s'accrocher à n'importe quelle branche, dans n'importe quelle position. L'ara est un oiseau grégaire et c'est en communauté qu'on le voit parfois s'abreuver au bord des flaques, formant sur le sol comme une eau plus colorée, des taches d'un bleu profond. Sur les nuages du jour, les Arayacinthes se détachent en ombre chinoise. Parfois, attirés par leur plumage si bleu, un chasseur arrive armé de flèches ou de plomb. Demain, ou ce matin peut-être, un trait rayera le ciel nu et un oiseau tombera. L'escapade de Balaam a trop duré. Ivre de fatigue et d'angoisse, le jeune jaguar use ses dernières forces à faire résonner ce cri, toujours le même, par lequel un félin, qu'il soit lion ou jaguar, appelle sa mère et que celle-ci, quand elle l'entend, sait reconnaître. Ce jour-là, le jeune jaguar retrouva sa mère. Et tous deux disparurent au plus profond de la forêt, sans avoir laissé personne assister à leur retrouvaille. Mais quelques semaines plus tard, Balaam, toujours fugueur et de nouveau égaré, cherchait encore Kaloa, hors de leur territoire habituel. L'ombre de sa mère passe non loin de Balaam, mais il ne la voit pas et la laisse partir. Désormais, Balaam est plus grand, plus fort. Ses rosettes forment sur son pelage des taches mieux dessinées. Mais le jeune jaguar dépend toujours de sa mère. Dans la forêt, son caractère aventureux l'égarera encore. Mais chaque fois, il lui faudra retrouver Kaloa, coûte que coûte. Son fils a habitué Kaloa à des fugues incessantes.
La forêt l'appelle comme une compagne à laquelle il faudrait résister, mais dont l'attrait est toujours le plus fort. Kaloa alors s'oblige à délaisser Kim, son autre bébé, pour rechercher Balam. Pour le jeune jaguar, ces expéditions ne sont pas sans danger. Il n'est encore littéralement qu'un bébé. Il lui faudra 2 ans pour parvenir à l'adolescence et 5 pour arriver à l'âge adulte. En attendant qu'il grandisse, les errances de Balam loin de sa mère et de son frère le mettent en péril. À tout moment, la balle d'un chasseur, aussi bien que les dents d'un pécari, pourrait le transpercer. Enfin, la peur se déchire. Une odeur familière s'approche et s'approche encore. Kaloa et son enfant célèbrent leur retrouvaille. Balam ne paraît que faiblement perturbé par les épreuves de sa fugue. Seul compte le moment présent et la sécurité retrouvée. Dans la forêt, il croit encore qu'une mère est toujours là, prête à tendre une langue caressante à son fils égaré. Balam ne sait pas encore que la forêt est rude, qu'on s'y engloutit et qu'on y meurt, comme dans un océan vert secoué de tempêtes. Tout cela, Balam l'apprendra un jour, si les esprits le laissent vivre. Balam a retrouvé la mamelle de sa mère, d'où coule le lait chaud qui fait tout oublier. Rien ne paraît plus manquer à son bonheur de vivre. Un double de Balam, plus sage et moins avide de découvrir le monde, fait son apparition. C'est son frère, Kim, pour qui le fourré voisin constitue un terrain d'aventure suffisant. La famille est à présent rassemblée et se prépare à retourner près du fleuve. Bientôt, Kim et Balam devront apprendre à chasser et à pêcher. Dans la foule des arbres, Balam se perdra encore. Longtemps, il croira entendre la voix rauque de Kaloa venue le secourir. Mais un jour, le jeune jaguar ne percevra plus ce cri familier mêlé au bruissement du sous-bois. Il saura alors que la forêt est la vraie mère de tout ce qui vit.